Nicolas Goldschmidt est avec nous, directeur alors de l'OIV MSC. Bon, évidemment, je vais vous laisser traduire tout ça. Merci Nicolas d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter votre parcours en quelques lignes. Très bien. Bon, bonsoir à toutes et tous. Ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Alors mon parcours rapidement, par où commencer en gros. Moi j'ai fait une école de commerce, je me suis spécialisé dans le marketing et en fait mon premier job c'était justement de faire la promotion des vins français à l'étranger. J'ai travaillé à la Sopexa à New York pour le compte du CIVB, l'Interpro des vins de Bordeaux. Ensuite, j'étais pendant 6 ans à Prague, en République tchèque, où pendant 3 ans, j'ai dirigé la Sopexa dans la zone, enfin République tchèque et Slovaquie. Et puis ensuite, pendant 3 ans, j'ai travaillé dans une autre agence où on avait d'autres métiers en dehors de la promotion des vins et produits alimentaires français, mais c'était toujours autour de la gastronomie et du vin. Et ensuite, en 2010, j'ai voulu aller plus loin. Le vin est un... Voilà, je travaillais avec le vin, mais je n'étais pas vraiment spécialiste. Et c'est un produit qui m'a beaucoup touché, intéressé. J'ai voulu aller plus loin et j'avais entendu parler de ce diplôme, donc le OIV MSc in Wine Management, qui est le master de l'OIV. Donc l'OIV, c'est l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui porte depuis les années 80 un diplôme en management du vin qui a pour particularité d'être itinérant autour du monde. Donc pendant une année complète, il y a une promo d'une douzaine de participants de différents âges, profils, nationalités qui va aller ensemble aller dans les principaux pays producteurs et consommateurs pour rencontrer les professionnels. Donc chaque année, c'est à peu près 25 pays, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie quand le Covid le permet, et dans l'hémisphère sud, avec une année en alterne entre l'Amérique du Sud ou Afrique du Sud et Océanie. Et avec aussi une partie académique. Le diplôme est porté académiquement par l'Institut Agro Montpellier, donc je suis un peu à la maison ici à Montpellier aussi. Et donc cette formation qui existe depuis 34 ans. Voilà, donc moi je l'ai fait en 2010-12 et la suite de mon parcours est un heureux hasard. En fait, Michel Bourqui qui avait créé ce diplôme, qui avait une idée vraiment visionnaire dans les années 80, d'avoir ce principe d'itinérance des participants et pas des profs, comme c'est souvent le cas dans d'autres formations. Donc a porté cette formation pendant 25 ans et moi je suis arrivé au moment où il partait à la retraite et cherchait son successeur, et ce que je dis en plaisantant, mais c'est vrai, il m'a manipulé pour que je prenne la suite. Et voilà, donc j'ai la chance d'animer cette formation depuis bientôt 10 ans. J'ai eu notamment le fils de Jean-Philippe, Paul, qui est passé il n'y a pas très longtemps. Et voilà, et donc moi j'habite à New York, je dirige cette formation et je fais des missions ponctuelles avec différents interprofessions un peu partout pour principalement des voyages œnotouristiques pour des professionnels. Merci pour cette rapide présentation d'un beau parcours aussi. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous ce soir, Nicolas. Comment parle-t-on du vin français à New York? Est-ce que c'est à la même hauteur qu'un chef de cuisine ou la mode? Comment est perçu notre vin sur les tables américaines? Alors, indéniablement, et alors que ce soit à New York ou ailleurs dans le monde, on a de la chance quand on est français, producteur de vin en France. L'aura des vins français reste très importante un peu partout à travers le monde, et y compris bien sûr à New York. New York est une ville incroyable, bien sûr, tout le monde le sait, mais où on va retrouver des vins du monde entier, mais avec une forte présence des vins français. Alors, avec des restaurants français, bien sûr, qui ont une carte très tournée vers la France, mais aussi beaucoup de restaurants de tout type de cuisine, où on retrouvera à chaque fois une sélection de vins d'un peu partout, et systématiquement, on retrouvera des vins français. Alors après, selon des vins d'Occitanie, pardon Nicolas. Des vins d'Occitanie, alors on en trouve. Plus modestement. On en trouve, bien sûr.
Comme on l'a dit précédemment avec Élise et Olivier, hein, en plus les vins d'Occitanie sont souvent bien positionnés en termes de prix, donc qui sont accessibles pour le consommateur. Quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis et à New York, c'est les vins au verre, et donc des verres qu'on va dans minimum autour de 14, 15, 16 $. Donc il faut, pour proposer ce type de vin au verre à ces prix-là, que le prix départ ne soit pas trop important. Et les vins d'Occitanie, souvent, sont bien positionnés pour jouer cette carte. Et donc ça, c'est une super visibilité pour les vins d'être présents au verre. Et c'est aussi un grand mode de consommation aux États-Unis, puisque nous en France on a la tradition plutôt, on va partager une bouteille à plusieurs autour de la table. Là-bas la consommation est beaucoup plus individualisée, chacun va avoir, il y en a un qui va prendre une bière, un cocktail, un vin blanc, un vin rouge, et il n'y aura pas forcément une bouteille pour tout le monde. Donc le fait d'être bien positionné en termes de prix et de pouvoir être mis en avant au verre, c'est une vraie chance. Alors voilà pour les vins étrangers sur les tables américaines. Quelles sont les grandes tendances là-bas de consommation des vins et d'où viennent-ils ? Alors, forcément, d'un peu partout, de France, d'Italie, d'Espagne, des pays dits du Nouveau Monde aussi, bien sûr le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Enfin voilà, c'est vraiment... on retrouve le monde entier a envie d'y être et on trouve vraiment tous ces vins. Les grandes tendances en fait, qu'on va retrouver sont assez générales, mais donc il y a une vraie tendance qui a été évoquée par Élise, qui est sur le moins mais mieux, la premiumisation du vin. Les consommateurs vont vraiment monter en gamme et il y a une introduction par des vins beaucoup plus génériques. La marque la plus vendue, Barefoot, c'est des vins qui vont être à moins de autour de 6-8 $, mais c'est une introduction pour la catégorie, comme le disait justement Élise. Une fois qu'on a commencé à consommer du vin, on va pouvoir les emmener vers d'autres produits plus complexes de terroirs qui auront une histoire à raconter et qui ne vont pas juste être un vin justement un peu flatteur, facile à déguster, où il n'y a pas beaucoup de complexité, mais une sucrosité, comme vous l'évoquiez précédemment. Donc vraiment, less is more, moins mais mieux, c'est une vraie tendance. Après, le marché américain est très complexe, entre les États, 50 États, c'est presque 50 pays. Il y a différentes générations, il y a différentes l'origine entre les blancs, les hispaniques, les noirs américains. Il y a vraiment des modes de consommation pour chaque segment de la population. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rater le tournant de la nouvelle génération, donc les millennials, ce qu'on appelle la génération Y, donc qui sont nés dans les années 80-90, qui sont eux les futurs consommateurs. Faut savoir que les baby boomers qui ont porté la consommation de vin aux États-Unis sont maintenant moins nombreux que la génération Y et la génération Z confondues. Donc si le monde du vin continue à parler du vin comme il a parlé depuis 30 ou 40 ans, et bien avec les comportements de cette nouvelle génération qui vont être beaucoup plus dans l'instantanéité, qui vont être beaucoup plus sur leur téléphone, les réseaux sociaux, on va en parler tout à l'heure avec Valentin. Donc il y a vraiment une prise de conscience à avoir et aller les chercher là où ils sont, ne pas attendre que cette génération vienne au vin toute seule, parce qu'en plus il y a énormément de produits concurrents. Le marché des boissons aux États-Unis est sursaturé. Quand on est dans un rayon, la première fois, c'est impressionnant de voir le nombre de catégories de boissons qu'on peut trouver entre donc les hard seltzer, les boissons aromatisées, tous les prémix. Il y a vraiment énormément de boissons. Quand on est français, la première fois, quand on se retrouve devant ce rayon, on est complètement perdu et on ne sait pas où aller. Donc il faut imaginer que le consommateur américain, lui, il grandit dans cet environnement, il est habitué à avoir ce choix. Qu'est-ce qui ferait qu'il ira plutôt vers le vin que vers une autre boisson? Donc il faut
savoir le séduire et l'attraper. Et le mettre en avant, et donc le séduire par un conditionnement, par une étiquette, par une bouteille, par une forme, il y a par beaucoup une de choses. couleur. Alors justement, pour continuer sur ces tendances, alors la bouteille 75 centilitres, ça reste quand même la règle générale, bien sûr, et il y a un avenir, bien entendu, pour cette bouteille. Il y a un développement certainement du bouchon à vis, puisque c'est le facilité d'usage, pas besoin d'avoir un tire-bouchon, on l'ouvre, on le referme, et c'est adapté pour beaucoup de vins qui n'ont pas besoin. Et encore que il y a des bouchons à vis qui peuvent porter des vins dans le temps, mais en tout cas, si on a des doutes sur des vins de consommation plus rapide, il y a absolument aucun problème, et ça peut séduire des consommateurs. Après, il y a d'autres choses comme la canette. Alors la canette, c'est quelque chose qui peut faire peur. Quand on est en France, on est dans un pays traditionnel, mais c'est vraiment des usages qui séduisent beaucoup. C'est facile, on part en pique-nique avec des copains, on a une canette, on l'ouvre, chacun a sa canette du vin qu'il aime bien. C'est ludique, en plus on peut le recycler plus facilement, c'est léger, donc ça porte aussi des valeurs intéressantes pour le consommateur qui se soucie de l'environnement. Donc ça nous amène aussi une tendance bien sûr sur les vins biodynamie, nature, on en a parlé, mais c'est une vraie tendance hyper importante. C'est un secret de Polichinelle, mais c'est des choses, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays, au Canada, dans les pays scandinaves, il y a une vraie demande de la part du marché pour avoir des vins labellisés, pour entrer dans les monopoles. Élise les connaît bien, que ce soit au Québec ou en Ontario, c'est la même chose dans les pays scandinaves, en Suède, en Norvège, en Finlande, qui sont des pays à monopole. Ou les importateurs aux États-Unis qui vont demander une certification parce qu'ils ont besoin de certifier à leurs consommateurs que les vins sont effectivement respectent un certain cahier des charges. Donc c'est encore une tendance importante. Tout à l'heure, on évoquait le plaisir de la rencontre, l'histoire du vigneron et tout. Vous me faites peur, là, à New York, là, entre les canettes métalliques et des rayonnages avec plein de bouteilles. Je me demande où est le lien. Alors, comment on arrive à parler de son vin ou du vin ou d'un vigneron emblématique dans ces conditions ? Alors, il faut pas avoir peur. Il y a quand même, fort heureusement, des magasins de vins extraordinaires à New York. On trouve, une fois de plus, les vins du monde entier. C'est vraiment une chance d'être là-bas. Et il y a aux États-Unis, ça marche un peu partout, mais en particulier aux États-Unis, le storytelling, quelque chose de très important, et la rencontre avec les vignerons, les winemaker dinners, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc il y a tout à fait possibilité pour des vignerons français de trouver leur place sur le marché américain. Il faut venir, il faut faire une démarche commerciale, trouver un importateur, et ensuite le soutenir, venir sur le marché, rencontrer les consommateurs qui sont friands de ces rencontres. Et il y a vraiment une sorte de starification du vigneron la France est un pays exotique qui fait rêver beaucoup les Américains, et donc de pouvoir rencontrer le producteur derrière cette bouteille délicieuse, c'est quelque chose que les Américains adorent bien sûr. Est-ce que vous souhaitez poser une question à Nicolas ? Sébastien Fillon, je suis président de l'appellation Terras de Larzac, donc une petite appellation à l'échelle de l'Occitanie, et vous m'inquiétez un peu quand vous cantonnez on l'entend très souvent, les vins d'Occitanie au bon rapport qualité-prix pour être bien positionnés en vert. Les vins d'AOC du Languedoc ont une ambition un peu supérieure, et souvent c'est là qu'on se cogne, une difficulté à laquelle on se cogne, c'est qu'ils nous voient arriver comme vin d'Occitanie et on est plus cher qu'un IGP standard, quoi. Donc est-ce qu'on a quand même une place ou...
Il y a bien sûr, j'ai généralisé, j'ai fait court pour commencer, mais si on rentre dans le détail, bien sûr, il y a des amateurs, des fins connaisseurs de vin français qui n'auront pas de problème à mettre un budget un peu plus important pour aller payer la qualité. Et on le sait, les Terrasses du Larzac, il y a des vins fantastiques, et dans d'autres appellations de la région. Et on les trouve, bien sûr, ils ont leur place sur le marché. Donc, non, je suis passé rapidement au début, bien sûr, mais il n'y a pas que les vins au verre, il y a les vins à la bouteille, dans différents... on peut penser à beaucoup d'adresses, de restaurants où il y a effectivement des vins d'Occitanie et des grands vins d'Occitanie que l'on retrouve sur les cartes de restaurants. Donc non, il ne faut pas avoir peur. Ils ne vont pas forcément être enfermés dans cette catégorie vin entrée de gamme, pas cher pour commencer. Il y a de la place, il y a une vraie curiosité du consommateur. On en parlait pour d'autres régions tout à l'heure sur le Jura, la Savoie, la Corse. Il y a vraiment le consomme. En fait, ce qui est difficile aux États-Unis, c'est de rester. Tout le monde a sa chance. Les consommateurs américains sont friands de nouveautés, de découvertes. Et il y a du budget. C'est un pays où les gens, le panier moyen est assez important. Donc on peut venir proposer des vins haut de gamme à un certain prix. Après, il faut que ça marche et il faut fidéliser. C'est ça qui est plus compliqué, c'est la fidélisation. Mais l'essai, ça, tout le monde a sa chance. Les Terrasses du Larzac ont de l'ambition. Ils veulent conquérir l'Amérique. Le rêve américain, peut-être, je ne sais pas, mais c'est une question en tout cas fort intéressante, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que parfois, on peut pas y arriver. Voilà. En ce qui concerne la façon dont les vignerons emblématiques parlent de leur vin là-bas, vous avez un exemple ou deux à nous donner, Nicolas ? Alors, en fait, il y a deux... on schématise, on fait un peu des raccourcis, voilà, mais il y a deux approches. Et je prenais l'exemple de quelqu'un qu'on connaît peut-être, Francis Ford Coppola, qui est donc petit réalisateur de cinéma, accessoirement. Mais Francis Ford Coppola, winery aussi, donc qui a plusieurs wineries, qui a une distribution assez importante. Donc qui est sur des vins de qualité, mais un certain volume. J'ai plus le volume en tête, mais c'est assez important. Voilà. Quand on va, comment il va communiquer sur ces vins Il ne communique pas sur son nom, quand même. Alors, ça s'appelle Francis Ford Coppola Winery. Et où on parle de vin, du coup, et où on parle... Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'approche et que l'on va retrouver pour... Je prends cet exemple parce que voilà, Francis Ford Coppola est un nom emblématique. Mais en fait, on va retrouver... La première chose qu'on va trouver sur le site, et c'est assez marquant, on va le retrouver dans d'autres wineries, c'est l'importance, tout de suite, on va mettre en avant les vins avant, donc le e-shop qui est là tout de suite, et avec les points. Le consommateur américain est extrêmement influencé par le système de points sur 100, la notation sur 100, donc qui a été imaginé par Parker au début des années 80. Donc après, voilà, ça a standardisé, il y a eu des effets négatifs, mais en tout cas, ça a permis de donner facilement et rapidement une compréhension de qu'est-ce qui allait être plus ou moins bon. Alors après, c'est très compliqué, puisque qui donne la note? Est-ce qu'il a le même palais que nous? Donc la note en elle-même, c'est un début, mais c'est pas un tout. Donc c'est à compléter par des notes de dégustation qui sont aussi très importantes. Je lisais un retailer qui avait fait une expérience où il mettait deux vins à peu près au même prix de chardonnay californien, un qui avait eu un 92 sur 100, un qui avait eu un 85. Il les avait mis sans note de dégustation. Celui qui avait 92 se vendait 10 fois plus que celui qui avait 85. Ensuite, il a fait la même expérience où il a retiré les notes et il a mis juste les notes de dégustation. Les vins se vendaient de manière à peu près équivalente. Donc il y a vraiment un impact
c'est humain, mais la note est très importante. Donc pour revenir sur, voilà, on va sur les sites internet beaucoup de wineries, on va trouver tout de suite mis en avant la note. On va trouver aussi des choses qu'on ne voit pas forcément souvent en France, des packages. Alors ils sont très créatifs pour... alors soit c'est un assortiment de 3 vins, un blanc, un rosé, un rouge, ou ça va être des thématiques sur un millésime, ou justement une succession de millésimes, mais des packages. Simplifier, en fait le but toujours, c'est de simplifier l'acte d'achat pour le consommateur qui n'est pas forcément connaisseur. Donc il va voir une note, il va voir, tiens, hop, là on me propose un package avec un texte sympa, ça me donne envie, je clique, je mets en rayon, j'achète. Après, ce qui va être aussi important, c'est tout est mis en avant sur la partie wine tourism, le no-tourisme. Comment faire venir les gens au domaine. Donc très vite, on peut prendre un rendez-vous facilement. Donc il y a des tours organisés, on vient, on a un rendez-vous. Alors il faut faire attention justement à proposer quelque chose qui correspond à son concept. Tous les gens qui viennent ne vont pas avoir la même attente dans leur visite, donc important d'essayer de trouver des thématiques, de personnaliser, de proposer une expérience qui fera que les visiteurs seront les meilleurs ambassadeurs du domaine après coup. Et puis, bien sûr, garder les contacts de tous les visiteurs qui vont venir, puisque quelque chose qui marche très bien aux États-Unis, c'est les wine clubs. Donc, tous les gens qui passent dans ce qu'on appelle les cellar doors, donc c'est le caveau de vente au domaine. Systématiquement, on prend donc soit ils sont venus sur rendez-vous, ils avaient pris sur le site, donc là, bien sûr, on a les coordonnées, mais quand ils viennent en walk-in, quand ils viennent directement sans rendez-vous, systématiquement on prend leurs coordonnées et puis leur proposer des offres, et parce que les wine clubs, c'est un moyen de vendre directement, de garder la marge, plutôt que d'être dilué à travers un réseau de distribution. Sachant qu'en moyenne, les consommateurs restent 3-4 ans dans un wine club, et donc en fait c'est assez souple, ça revient à commander 1 ou 2 fois dans l'année, 3 à 6, 12 bouteilles. Mais voilà, quand on a son club de consommateurs récurrents à qui on vend à pleine marge, forcément c'est intéressant. Voilà, donc voilà, on va sur le site de Francis Ford Coppola, on va retrouver tout cela. Et en fait, l'histoire vient après. Les gens viennent après. On est vraiment dans une logique business. Et à contrario, on peut par exemple prendre le cas de Harlan Estate, qui est un des grands domaines en Napa, Bill Harlan, qui a monté ce domaine dans les années 80. Aujourd'hui, c'est des bouteilles qui partent autour de 1200-1500 $ la bouteille. Et bien là, quand on va sur leur site, la démarche n'a rien à voir. On est beaucoup plus dans une démarche, j'ai envie de dire, que je qualifierais à l'européenne, où on va nous parler du lieu, du vignoble, on va nous parler de l'histoire du fondateur, de la vision, de la philosophie, des notes de dégustation sur les vins, mais les vins sont vendus sur allocation, donc on ne peut pas les acheter, on ne peut pas prendre de rendez-vous. Donc voilà, c'est vraiment 2 approches très différentes, mais qui illustrent avec tout ce qu'on peut imaginer entre les deux. Voilà. Sacré dynamisme commercial quand même, avant Grand, toute chose. bien sûr. Ouais. Est-ce que ça vous inspire une question, une réaction? Si vous voulez réagir, c'est avec plaisir, de demander simplement la parole. Je vous en prie, monsieur. Oui, Jean-Baptiste Decloque, vigneron à Metz. Comment on parle du vin, mais comment on va parler là en janvier de nos augmentations faramineuses? Suite à l'augmentation de toutes les matières sèches qui font que voilà, les vins augmentent. Ça c'est compliqué, effectivement. C'est une discussion à avoir avec les importateurs, puisque ce sont eux vraiment les gatekeepers, les portes d'entrée sur le marché. Il faut nouer une relation de confiance.
connais des importateurs qui travaillent avec des vignerons depuis très longtemps et qui comprennent bien les problématiques des vignerons et qui sont prêts à faire des efforts, soit en rognant un petit peu sur leur marge, ce qui avait été fait par exemple au moment des taxes Trump. Il y avait eu un pas en avant de la part des importateurs qui avaient pris sur eux une partie de cette augmentation pour atténuer l'augmentation finale pour le consommateur, que le consommateur ne se retrouve pas avec 25% d'augmentation dans le cadre de ces taxes. Donc c'est vraiment oui, une discussion à avoir avec les importateurs et trouver les bons canaux de distribution qui vont savoir trouver les consommateurs qui vont être prêts à mettre ce prix aussi, sachant que aux États-Unis, hein, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment les vins du monde entier sont présents, donc il y a une forte concurrence. Donc tout le monde a sa chance, mais c'est très concurrentiel et il faut voilà. Je pense vraiment que c'est trouver le bon importateur, celui qui nous correspond. Donc regarder quels autres vins il distribue, quel type de vignerons, est-ce que c'est des vignerons avec lesquels on est à l'aise, qu'on estime un peu ses semblables. C'est pas la peine d'aller justement chez un importateur qui va plutôt faire que du volume, là où nous on est plutôt on n'a que quelques hectares, ou l'inverse. Et cette relation de confiance va être vraiment hyper importante. Et après, l'aider, l'appuyer. Donc plus l'importateur va voir que le vigneron s'investit dans cette relation et se donne les chances de réussir sur le marché, plus il va être prêt à suivre lui aussi. Et même s'il y a des augmentations, il comprendra, enfin, plus la relation est intime avec le vigneron, plus meilleures les choses se passeront. Vous exportez, monsieur, actuellement, déjà, vers les États-Unis? Dans quel état vous importez? Pennsylvanie. Pennsylvanie. Distribué. D'accord. Et vous avez senti déjà une modification du comportement des acheteurs ou une modification du marché? L'acheteur explique qu'il ne faut pas faire des augmentations trop importantes. Alors on a une parité, je crois, euro-dollar qui est un peu favorable en ce moment. C'est ça. Vous avez une dizaine de pourcents aussi d'inflation. Donc ça gomme un peu l'effet de notre augmentation, mais... Vous êtes pessimiste quand même sur cette question. Hein, ouais. D'ailleurs, dans le prolongement de cette question, est-ce que le contexte international qui suit la crise sanitaire, c'est de nature à modifier la façon dont on doit parler du vin maintenant? La crise sanitaire, ce qui est certain, c'est que... comme un peu partout à travers le monde, ça a créé un grand boom pour les ventes en ligne qui ont explosé, bien sûr, puisque les restaurants, en tout cas dans certains États, ont été fermés pendant un certain temps. Et ça, donc, on a gagné énormément de temps, en tout cas sur le développement des ventes en ligne. Ça a créé aussi des nouvelles habitudes, avec par exemple des dégustations en ligne, des choses qu'on avait du mal à imaginer avant, donc ce qui permet de toucher le consommateur plus loin. Donc ça, c'est des choses intéressantes qu'on peut garder, même post-Covid, hein, des choses hybrides. Bien sûr, dans le milieu du vin, on aime bien se rencontrer, être ensemble autour de la bouteille, mais on ne peut pas toujours, et c'est des nouvelles habitudes qui ont été prises suite à la crise sanitaire, qui vont rester. Pour les vins qui viennent des pays de l'Est, vous avez une tendance, sont des vins émergents, sont des vins de qualité, sont des vins qui viennent prendre une place sur le marché international, ou c'est relativement discret? Vous pensez la Hongrie, la Slovaquie, la Croatie, voilà. J'ai pas d'infos particulières. Mon sentiment, c'est qu'on les trouve. Il y a des vignerons emblématiques dans certains de ces pays. Alors, bien sûr, la Hongrie avec Tokaj, qui est quelque chose de différent. Mais, une fois de plus, on les trouve. Il y a vraiment des importateurs qui font un travail de fond pour justement toujours trouver les nouveaux vignerons intéressants dans chaque région. Et c'est ça qui est formidable hein, dans le monde du vin, ce bouillonnement. Il y a énormément de jeunes qui reprennent, alors que ce soit une transmission familiale ou des néo-vignerons. Et
il y a un vrai travail des importateurs qui sont tout le temps dans les régions pour aller rencontrer, trouver, puisqu'il y a cet appétit pour la nouveauté sur le marché. Et donc, par rapport aux vins de l'Est en particulier, je n'ai pas d'infos précises, mais on les trouve, ils sont là, c'est certain. Oui, je vous en prie. Alors, si je résume un peu, notre acheteur, c'est lui notre interlocuteur, on ne touche pas directement le consommateur. Il attend des notes, il attend autre chose. Qu'est-ce qu'il attend pour, vous dites, il a besoin de sentir une relation. Bien sûr, il attend. En fait, il faut définir ensemble une stratégie marketing pour le marché. Donc, il faut savoir qui on est, comment on se différencie, avoir vraiment son pitch en quelques key selling points, savoir se différencier. Voilà, très souvent, il y a une uniformisation du discours où, en fait, d'un vigneron à l'autre, on répète un peu les mêmes choses, même si, bien sûr, toutes choses égales par ailleurs, chacun ses différences, mais voilà, on a un domaine familial depuis 3 générations et on cherche à faire de la qualité sur nos 15 hectares. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on va retrouver qui sont sincères, mais qui ne vont pas suffire. Donc il faut réussir à trouver, dans l'histoire du domaine, que ce soit un domaine familial qui existe depuis longtemps, un domaine qui a été repris, des points saillants, des points différenciants qui vont pouvoir toucher le consommateur américain. Et donc, cette relation va être importante, de parler de ces points différenciants. Je disais, venir sur le marché, tourner avec l'importateur qui est donc, on le rappelle, aux États-Unis, le 3-tier system, donc le système des 3 tiers, avec un importateur qui est le premier tiers, donc qui fait venir le vin sur le territoire, le grossiste, distributeur, le deuxième tiers, et le troisième tiers qui va être le caviste ou le restaurateur. La théorie, c'est que donc, tous les vins doivent passer par cette chaîne des 3 tiers. Le 3-tier system, en théorie, il est simple. Dans la pratique, c'est hyper compliqué, puisque c'est complexifié par les 50 États qui ont des législations différentes. C'est complexifié par des bypass qui existent, où on peut avoir dans certains États une licence qui permet d'avoir 2 des 3 étapes, ou les 3. Donc il y a énormément de cas de figure différents. Mais le cas le plus classique, c'est ça, c'est l'importateur, le grossiste, le détaillant. Et donc c'est important de venir en faire des tournées commerciales avec l'importateur, qui va aller, en fait, du coup c'est le grossiste qui va aller faire en fait, on va faire des incentives pour le grossiste, qui lui va aller voir ensuite les restaurants et les cavistes, et donc être présent dans ce troisième maillon de la distribution. Ça, c'est des choses vraiment décisives. Venir aussi, donc j'en parlais, les winemaker dinners, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc ça va être le job de l'importateur de réunir les participants. Mais c'est des événements qui sont très appréciés et qui vont générer du business derrière. Donc c'est cette somme de choses, d'être réactif quand l'importateur a besoin sur des notes de dégustation, sur des infos sur le domaine, c'est tout ce qui est visuel, des photos, des vidéos. Alors certains y arrivent, c'est plus simple pour certains que pour d'autres, mais c'est des choses qui vont permettre à l'importateur de faire des posts, et ça, on sait que les taux d'engagement peuvent être très importants. Une fois de plus, on en parlera tout à l'heure avec Valentin sur la partie réseaux sociaux, et plus on peut donner d'informations à son importateur, plus ça lui simplifie la vie et ça lui permet de faire du business, c'est ce qui est le but. Après, les difficultés... oui, pardon, je vous en prie. Après, j'ai un peu la même question à l'échelle des appellations. Dans notre storytelling, on parle et on promeut nos appellations. Est-ce qu'il y a une place pour ça dans la tête du consommateur? Vous avez parlé tout à l'heure du Jura et de la Savoie. C'est fascinant de voir que c'est devenu des vignobles à la mode à New York. Alors qu'est-ce qui fait que ça a enclenché à un moment donné, et qu'est-ce qui nous manque parfois pour nous, pour accrocher l'intérêt
des sommeliers qui vont après Alors, faire le justement, c'est vraiment, je pense que typiquement pour le Jura et la Savoie, c'est grâce à nos amis sommeliers, c'est eux qui ont porté ces vins. Il y a eu, pour schématiser un peu, hein, on a parlé du Bordeaux bashing, voilà, donc il y a eu un peu un désamour du vin de Bordeaux. On voulait passer à autre chose, tout le monde connaissait, et donc il y a eu de la place pour d'autres appellations moins connues et qui ont réussi du coup à émerger avec des vins singuliers, des cépages différents, une tension, une fraîcheur, comme on en parlait tout à l'heure. Donc en Occitanie, il y a une diversité incroyable, il y a des vins magnifiques, donc il y a tout à fait la place pour des appellations pour exister sur le marché américain. Mais effectivement, il va falloir convaincre les gatekeepers qui sont les sommeliers qui ont vraiment un rôle clé dans ce phénomène. Ça va passer aussi par la presse spécialisée, tous les relais d'opinion, tous les relais d'influence qui vont vraiment permettre de donner une visibilité aux différentes appellations. C'est pas forcément en marquant AOP, IGP qu'on va communiquer à l'autre bout du monde, ou en tout cas, c'est ça qui est la difficulté. Je vous en prie. Ouais, je vais juste répondre sur le Jura parce que j'ai bossé pour l'Interco pendant 15 ans. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Élise, qui était sommelière et qu'on a fait venir dans le vignoble il y a peut-être 15 ans maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Jura a organisé des tournées auprès des sommeliers et des professionnels, des journalistes à Montréal, à Toronto. Ils sont passés après côté Vancouver. Et en fait, pendant plusieurs années, on a fait le tour du Canada et des États-Unis. Je crois que c'était avec des subventions pendant 3 ans. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, le Jura a explosé d'abord à l'étranger avant de faire la même chose en France. Et depuis maintenant 4-5 ans, le Jura, tout le monde en veut. Parce que c'est vrai, comme disait Nicolas, c'est des cépages autochtones. Une région avec une identité qui est assez forte, comme peut avoir l'Occitanie, comme peut avoir le Languedoc. Mais, comment dirais-je, il y a aussi un certain nombre de vignerons emblématiques. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et à l'époque, tout le monde y allait. C'est-à-dire que moi, j'ai pu voir Jean-François Galva, j'ai pu voir des vignerons comme ça qui faisaient la tournée avec tout le monde. Alors maintenant, c'est différent parce qu'il y a eu un vrai engouement, donc ils ont un peu moins besoin de se balader et de venir un peu à droite à gauche. Mais il y a vraiment eu il y a eu 3 ans comme ça qui ont fait que ça a vraiment décollé. Vous avez des budgets, des moyens? Non, c'est Jura. Il n'y avait pas énormément de budget. C'était vraiment le côté un peu, je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais, quoi. Vraiment, il y avait des subventions, bien entendu, mais c'était pas des énormes budgets, ça a vraiment été fait de façon très précise, très ponctuelle. Enfin, Élise pourra le dire parce qu'elle était invitée, mais il y avait des dégustations dans des lieux un peu branchés. Il y avait donc à l'époque des importateurs canadiens et québécois qui venaient, les distributeurs, et ça a permis de faire prendre la mayonnaise. Merci pour cette expérience, voilà, qui peut peut-être inspirer d'autres idées, d'autres parcours, avec la difficulté, bien entendu, pour un vigneron en particulier de faire tout, c'est-à-dire de conduire le camion, de faire pousser la vigne et de communiquer sur les réseaux sociaux. Hein. On en sait tous quelque chose et on ne peut pas tout faire ou savoir tout faire. Et peut-être évidemment qu'il y a d'autres professionnels à chaque fois qui peuvent remplir cette mission, les agences de com, etc., les sommeliers et bien d'autres. Une petite conclusion sur cet échange ? Donnez de l'espoir à ceux qui sont là. Donnez-nous de l'espoir. Vous faites un métier fantastique. En Occitanie, on le disait, on trouve des vins incroyables avec une diversité, une fraîcheur. Et le mot de conclusion, c'est croyez en vous. Il y a vraiment, on goûte des très belles choses. Et voilà, on trouve déjà un certain nombre de vins sur le marché, mais il y a bien sûr de la place pour d'autres. Après, c'est un marché compliqué. Il y a parfois des choses contre-intuitives. On est attiré, bien sûr, vers les grands pôles consommateurs que sont New York, la Californie, la Floride, Chicago et le Texas, qui sont les 5 principaux consommateurs. Mais parfois, il y a des opportunités dans d'autres États moins connus, puisque justement, il y a un peu moins de concurrence dans des États du Midwest, où il y a quand même une consommation
honnête et importante. Et donc voilà, il faut étudier, regarder ce qui se fait sur le marché, qui est déjà présent, essayer de trouver les opportunités, le faire de manière maligne quand on n'a pas forcément des moyens démesurés. Mais voilà, il y a toutes les chances d'y croire et il faut être optimiste. Voilà. Il y aura des échanges de coordonnées à la fin de cet après-midi. Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, juste un petit mot pour aller dans le sens de ce que vous dites et pour que ça donne un espoir aussi aux vignerons qui sont dans la salle. C'est vraiment, on les incite fortement à s'inscrire au prochain concours des grenaches du monde pour ceux qui font des cuvées à base de grenache, puisque le prochain concours des grenaches du monde se passera à New York. Donc il y aura un éclairage vraiment mis sur tous les vins à base de grenache, soit sur des vins à dominante de grenache ou des monocépages. Et donc c'est une façon d'avoir cette mise en avant, ce focus. Et en face, il y aura tout un panel de professionnels du territoire nord-américain qui seront là pour les déguster. À l'image de ce qui s'est fait pour le Jura, là-bas, en l'occurrence. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Nicolas Goldschmidt. Merci beaucoup.